sommaire de cette édition, Jean-Michel Sama Lukonde, nommé Premier ministre de la République démocratique du Congo, a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Deux soldats maliens ont été tués dans le centre du pays par l'explosion d'une mine causée par des terroristes au passage de leur véhicule. L'explosion a eu lieu ce week-end. Et puis l'ancien président sud-africain Jacob Zuma ne s'est une nouvelle fois pas présenté ce lundi devant la commission anticorruption, défiant ainsi une décision de la justice sud-africaine. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a nommé ce lundi Jean-Michel Sama Lukonde au poste de Premier ministre. Cette nomination vise à conforter sa nouvelle majorité d'union sacrée après avoir mis fin à la coalition qu'il formait au sommet de l'État avec son prédécesseur Joseph Kabila. Après être nommé nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Dans une conférence de presse, Sama Lukonde a dit placer la sécurité comme l'une des priorités du nouveau gouvernement. Principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude. Moi, j'espère que cette fois-ci, on pourra démontrer qu'on aura un gouvernement avec une plus grande participation de la jeunesse et une plus grande participation de la femme. Jusqu'à sa nomination, il était directeur général de la société publique minière Gécamine, la générale des carrières et des mines, fleuron industriel du pays. Il a été nommé à ce poste en juin 2019 par Félix Tshisekedi, originaire de la région minière du Katanga, ancien ministre des Sports de Joseph Kabila. Jean-Michel Sama Lukonde est un militant de Avenir du Congo, un petit parti politique qui a migré du camp de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et richissime homme d'affaires Moïse Katumbi vers celui de Tshisekedi depuis 2018. Moïse Katumbi, qui s'est à son tour rapproché ces derniers mois du président de la RDC, a salué la nomination du nouveau Premier ministre. Au Niger, la campagne pour le second tour de la présidentielle prévue pour le 21 février prochain suit son cours. Pas de grands meetings pour l'instant dans la capitale Niamey, mais surtout en province. Au Niger, les deux candidats au second tour de la présidentielle ont 5 jours pour mobiliser les électeurs. Et tout se joue en province et en milieu rural. Mohamed Bazoum et ses alliés ont déjà organisé 7 meetings dans 7 chefs-lieux de région sur les 8 que compte le pays. Maman Ousmane n'en a organisé à ce jour qu'un seul, à Tillabéri. Pour ce second tour, Niamey ne ressemble pas à une ville en campagne. Les deux candidats n'ont pas encore tenu leur meeting selon Aman Asman, un observateur de la vie politique nigérienne. Seini Oumarou, arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle au Niger, a appelé à voter pour Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir, qualifié pour le second tour du 21 février, face à l'ex-président Maman Ousmane. La Cour constitutionnelle a confirmé il y a quelques jours que le second tour opposerait Mohamed Bazoum, arrivé en tête avec 39,30% des suffrages, à Maman Ousmane, qui a engrangé 16,98% des voix. L'annulation partielle ou totale du premier tour réclamée par des candidats de l'opposition a été rejetée par l'institution. 2 autres candidats malheureux, Malam Alma Oumarou et Moussa Barazé Hassan, crédités respectivement de 2,47% et 2,40% des voix, ont déjà appelé à voter pour Mohamed Bazoum, selon leur parti. Je le disais en titre, 2 soldats maliens ont été tués dans le centre du pays par l'explosion d'une mine posée par des terroristes au passage de leur véhicule. L'explosion a eu lieu ce dimanche.
Dimanche, le véhicule d'une mission d'escorte a sauté sur une mine posée par les terroristes. 2 militaires maliens ont été tués dans cet incident survenu à Dioura, dans le cercle de Tenenko, dans la région de Mopti, a déclaré lundi à l'AFP une source de sécurité malienne. L'information a été confirmée à l'AFP par un responsable du gouvernorat de Mopti, le chef-lieu de la région éponyme. 2 autres soldats ont été blessés dans cet incident et ont été transportés vers un hôpital dans la zone selon les mêmes sources. Les 4 soldats étaient membres d'une mission qui escortait des agents pour un forage de puits d'eau dans la zone, selon une autre source de sécurité, sans plus de détails sur cette équipe de forage. Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantistes puis djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention de la force de l'ONU, africaine et française. Les violences se sont propagées vers le centre du pays, qui en est devenu un des principaux foyers, et vers le Burkina Faso et le Niger voisin. Les groupes armés apparus en 2015 dans le centre du Mali ont prospéré sur les anciens antagonismes liés à la terre entre éleveurs et agriculteurs et entre ethnies Peul, Bambara et Dogon. Ils attaquent tout ce qui reste de représentation de l'État et fomentent ou attisent ces tensions. Des groupes d'autodéfense communautaires sont également accusés des actions. 5 pays du Sahel et de la France sont réunis en sommet ce lundi au Tchad pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région. Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire mais aussi politique pour réduire un engagement vieux de 8 ans. Politiquement, Paris martèle qu'il est temps d'embrayer sur l'espace ouvert par les réussites militaires des derniers mois et de réinstaller l'État là où il est aujourd'hui absent. Ce sommet G5 Sahel se tient à un moment où Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire, mais aussi politique, pour réduire un engagement vieux de 8 ans. Emmanuel Macron n'aura cependant pas effectué le déplacement de N'Djamena. Raison évoquée, la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans son discours d'ouverture, le maréchal Idriss Déby Itno, le chef de l'État tchadien, a pressé la communauté internationale à redoubler d'efforts financiers pour œuvrer impérativement au développement du Sahel, pour remédier à la pauvreté, terreau du terrorisme. Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le Sahel doit s'accommoder d'un réel engagement. Ce talent de mobilisation des États du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l'ensemble de la communauté internationale. Le sommet de 2 jours associe dans un premier temps le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux. Il a lieu 1 an après celui de Pau, qui, devant la menace d'une rupture sous les coups de boutoir djihadistes, avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina, et l'envoi de 600 soldats français supplémentaires, les faisant passer de 4500 à 5100. Du Tchad, rendons-nous en Afrique du Sud où Jacob Zuma continue d'ignorer les injonctions de la Cour constitutionnelle du pays. L'ancien président sud-africain poursuivi pour corruption ne s'est une nouvelle fois pas présenté devant la commission d'enquête ce lundi. Jacob Zuma risque une procédure pour parjure. En janvier, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays saisie par la commission d'enquête, a rendu une décision obligeant Zuma à comparaître et le privant du droit de garder le silence. Malgré cela, ses avocats ont prévenu lundi dans une lettre que le client ne comparaîtra pas devant la commission devant laquelle il est à nouveau convoqué toute la semaine. Cette fois, Zuma risque une amende ou la prison pour outrage, a mis en garde le président de la commission, le juge Raymond Zondo, qui a déjà prévenu qu'il saisirait une nouvelle fois la Cour constitutionnelle après ce nouvel affront. La juridiction suprême devra toutefois d'abord trancher si cette dernière absence de l'ancien chef d'État constitue un outrage à la justice avant toute possibilité de le voir placé derrière les barreaux.
Dans un communiqué de 12 pages diffusé lundi soir, Jacob Zuma accuse le juge Zondo de propagande politique contre lui. Sa conduite aujourd'hui renforce ma certitude qu'il a toujours cherché à me porter préjudice, a-t-il écrit. Depuis la création de la commission en 2018, Zuma multiplie les manœuvres pour éviter de témoigner en pliant les recours faisant valoir son droit au silence. L'ancien président sud-africain réclame notamment depuis plusieurs mois la récusation du juge Zondo qui l'accuse de partialité. Dans ce bras de fer, le président de la commission a refusé de se récuser. Jacob Zuma a demandé à un tribunal de se prononcer sur la question. Et puis hors du continent africain, des étudiants protestataires sont libérés de la prison de Naypyidaw, la capitale birmane, après avoir été arrêtés le matin lors de la répression d'une petite manifestation devant un bureau du gouvernement. Une foule de centaines de manifestants attendaient devant les portes de la prison pour réclamer leur libération. Des manifestants pro-démocratie sont de nouveau descendus dans les rues lundi en Birmanie, mais en nombre moindre que les jours précédents au lendemain de l'intensification de la répression par la junte qui a déployé des troupes dans le pays. À Rangoon, la capitale économique, des centaines de contestataires se sont rassemblés près du siège de la Banque centrale dans le nord de la ville pour appeler les fonctionnaires à se mettre en grève. Mais les foules étaient moins nombreuses que les derniers jours. La présence de militaires appuyés par des véhicules blindés réfrénant les ardeurs. Des entreprises ont aussi envoyé des courriels à leurs employés pour les inciter à ne pas manifester. Le putsch du 1er février a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi et mis fin à une fragile transition démocratique de 10 ans. La peur des représailles est dans tous les esprits dans le pays qui a déjà vécu près de 50 ans sous le joug des militaires depuis son indépendance en 1948. Et les forces de l'ordre ont déjà dispersé violemment des rassemblements en tirant sur des manifestants. Une jeune femme de 20 ans, grièvement blessée la semaine dernière, est toujours dans un état critique. Dimanche, dans le nord du pays, plusieurs personnes ont été blessées. Une journaliste locale n'a pas pu préciser à l'AFP si des balles réelles ou des munitions en caoutchouc avaient été utilisées. Ces journalistes interpellés lors de ce rassemblement ont été relâchés lundi. Responsables politiques, militants, médecins, étudiants, quelques 400 personnes ont été arrêtées depuis le putsch. L'armée a aussi diffusé une liste de 7 activistes particulièrement recherchés. Des mandats d'arrêt ont été placardés, demandant à la population d'aider la police à retrouver ces fugitifs. Toute personne osant leur apporter de l'aide ou les héberger fera l'objet de représailles, a averti la junte. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.